La statue de la Liberté est construite autour d'une poutre massive, placée au milieu du piédestal. Cet axe est enfoncé à la verticale dans le piédestal même, ce qui le renforce et lui donne davantage de stabilité. C'est un peu comme un bâton planté dans le sable, dont la partie souterraine serait plus importante que la partie aérienne. Le piédestal sert de fondation à la statue, ce qui améliore considérablement sa solidité. L'héritage du colosse de Rhodes est présent non seulement dans le monument emblématique de New York, mais dans tous les gratte-ciel de toutes les grandes villes modernes de la planète. Les villes ont souvent besoin d'images symboliques. Rhodes avait son colosse, New York a sa statue de la Liberté. Je pense que c'est important pour une grande ville d'avoir un monument qui la symbolise. Mais, au-delà du goût de l'humanité pour le grandiose et des ambitions des bâtisseurs antiques, une autre question essentielle s'est longtemps posée. Celle de la survie, tout simplement. C'est ainsi, par exemple, qu'un tunnel de quelques 800 mètres de long, creusé dans le flanc d'une montagne, permit à toute une cité de ne pas mourir de soif. New York est une métropole de plus de 9 millions d'habitants, en perpétuelle effervescence. Elle fonctionne comme un aimant, attirant des hommes et des femmes du monde entier qui viennent s'y fondre comme dans un gigantesque creuset. L'île de Manhattan, qui en constitue le cœur, est confrontée depuis plus de 3 siècles à un problème crucial. Celui de son alimentation en eau potable. Pour assurer l'approvisionnement de New York pour les décennies à venir, la municipalité s'est embarquée dans le plus grand chantier de son histoire, celui de son futur aqueduc souterrain. Un projet doté d'un budget de près de 4 milliards d'euros et faisant appel à la technologie du radar et à des unités mobiles de forage intégrées. Les ingénieurs de l'Antiquité ne disposaient pas de tout ce matériel lorsqu'ils devaient percer un tunnel. Comment s'y prenaient-ils? L'île de Samos, dans la mer Égée, abrite les ruines d'une cité antique qui présente des ressemblances troublantes avec Manhattan. Il y a 2500 ans, cette ville était déjà dotée de canalisation, de sanitaires et d'un système d'égouts digne des plus grandes métropoles modernes. Mais à l'instar de Manhattan, bien qu'entourée par la mer, son gros problème était de disposer de suffisamment d'eau douce pour subvenir aux besoins de sa population. Nous sommes confrontés à Samos à un problème particulièrement épineux. Nous sommes en présence d'une ville très dynamique, très peuplée, qui est séparée d'une excellente source d'eau potable par une montagne. Les habitants de la ville vont prendre la décision aussi audacieuse qu'ambitieuse d'aller chercher cette eau, non pas en contournant la montagne, mais en perçant un passage à travers. Ils aménagèrent donc un tunnel d'environ 800 mètres de long, le tunnel d'Eupalinos, du nom de son architecte. Il s'agissait d'un projet très ambitieux, car l'ouvrage fut réalisé selon le principe retenu par les bâtisseurs actuels du futur aqueduc de New York, c'est-à-dire en creusant simultanément aux 2 extrémités. Ils ont décidé de percer le tunnel des 2 côtés en même temps, pour bien montrer qu'ils étaient plus forts que la montagne. Contrairement à leurs confrères new-yorkais, les bâtisseurs grecs creusèrent à la main la montagne pendant 8 ans. Mais au bout de 400 mètres de galerie, ils se heurtèrent à un problème qui risquait de faire échouer toute l'entreprise. En effet, la roche calcaire, très friable, menaçait de s'effondrer. Cela a dû être un moment très difficile. Pour commencer, ils étaient dans l'obscurité la plus totale. Ils n'apercevaient plus la lumière à l'entrée du tunnel. De plus, ils n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où ils se trouvaient. L'équipe du flanc nord dut changer de cap. Pour réaliser la jonction, les ingénieurs devaient désormais se livrer à des calculs extrêmement précis. Les ingénieurs du XXIe siècle disposent d'outils permettant de réaliser des cartes en 3 dimensions. Les Grecs, eux, n'avaient ni boussole, ni relevé topographique, ni formule mathématique leur permettant d'y voir clair. Pour s'assurer de la rectitude de leur tunnel, ils placèrent 3 poteaux à l'intérieur, vérifiant l'alignement à vue d'œil, comme un tireur se calant sur la visée de son arme. Ils rectifièrent ensuite le tir dans les derniers mètres de l'ouvrage.
Puis, ce fut le moment de vérité. Après environ 1 kilomètre passé à creuser sous terre, les deux équipes se retrouvèrent à moins d'1 mètre l'une de l'autre. Samos, la Manhattan de l'Antiquité, disposait enfin d'un aqueduc. Quand on pense qu'ils sont arrivés à 60 cm les uns des autres, c'est vraiment un exploit technique incroyable. L'aqueduc souterrain de Samos permettait d'approvisionner en eau jusqu'à 10 000 personnes. Les ingénieurs de l'Antiquité se lancèrent ensuite dans des projets de plus en plus ambitieux, qui finirent par atteindre des proportions inimaginables, grâce notamment à l'extrême ingéniosité des Romains. À l'apogée de sa splendeur, il y a quelques 2000 ans, Rome était une superpuissance comparable aux États-Unis d'aujourd'hui. L'Empire romain abritait plus de 120 millions d'habitants, répartis sur 3 continents et 6,5 millions de kilomètres carrés. Comment les Romains faisaient-ils pour satisfaire les besoins en eau d'une population aussi nombreuse? Une équipe d'archéologues a fait une surprenante découverte en 2001, en plein cœur de Londres. Ils ont en effet retrouvé les vestiges de ce qui était apparemment une roue hydraulique romaine. Grâce aux fragments épars qui ont été mis au jour, Tony Taylor, l'un des responsables des fouilles, espère comprendre comment travaillaient les ingénieurs romains. Comme Sherlock Holmes, il cherche à reconstituer une roue hydraulique telle qu'auraient pu la concevoir les Romains. Nous avons mis en place une équipe chargée de procéder à la reconstruction de l'engin. Notre premier objectif a été de comprendre, dans toute la mesure du possible, à partir des éléments dont nous disposions, à quoi pouvait ressembler cette machine. Tony Taylor est allé rechercher des indices dans les croquis et les objets romains qui sont parvenus jusqu'à nous, ainsi que dans les roues anciennes encore debout aux 4 coins du monde. Puis il a recréé la mystérieuse machine en se servant des outils de l'imagerie numérique en 3 dimensions. Les résultats de ces travaux de recherche sont exposés au musée de Londres. Vous avez ici 2 esclaves, dont la tâche consiste à faire tourner un cabestan qui entraîne à son tour les rouages horizontaux qui se trouvent au-dessus. Ceci actionne l'axe vertical, muni d'un engrenage vertical qui agit sur le bras moteur et donc finalement sur la roue motrice. Cette roue est un élément particulièrement complexe du mécanisme. Elle est munie d'une double chaîne sur laquelle sont fixés des seaux, qui pivotent tout en haut pour aller déverser leur contenu dans un conduit ouvert qui emporte ensuite l'eau vers sa destination. On y voit bien sur le côté interne l'eau s'écouler par ces ouvertures en forme de V, découpées dans le bois. Actionnées par une cinquantaine d'esclaves, les plus grandes roues hydrauliques romaines pouvaient atteindre des proportions gigantesques. Mais même une roue de cette taille fournissait une quantité d'eau considérable. On estime que cet engin pouvait fournir de 70 à 80 000 litres d'eau par jour. Cette machine relativement modeste pouvait donc assurer les besoins quotidiens en eau de près de 300 personnes. Il en existait des milliers à travers tout l'Empire qui alimentaient un réseau d'ouvrages de maçonnerie, les fameux aqueducs romains. Ce réseau s'étendait sur près de 500 km et permettait aux cités de l'Empire de disposer en permanence d'eau potable. Les Romains maîtrisaient parfaitement les techniques de distribution d'eau. Prenez Rome à l'apogée de sa puissance, par exemple. C'était une ville d'environ 1 million d'habitants. Eh bien, chaque citoyen romain disposait de plus de 1000 litres d'eau par jour, ce qui est bien supérieur à ce que reçoit en moyenne un habitant d'une grande ville moderne. Lorsqu'ils surent maîtriser la distribution d'eau dans leur cité, les ingénieurs de l'Antiquité ne tardèrent pas à mettre au point des machines extravagantes, permettant de faire couler l'eau à contre-pente. New York ne dort jamais. On y trouve des cinémas et des théâtres ouverts à toute heure du jour et de la nuit. Chaque année, 12 millions de personnes se pressent sur Broadway pour assister à des spectacles tous plus éblouissants les uns que les autres. Des spectacles dont les origines remontent, aussi étonnant que cela puisse paraître, à la naissance des grandes métropoles de l'Antiquité, à une époque où la ville commençait à attirer les foules, suscitant toutes sortes de nouvelles vocations.
Certains individus se sont enrichis considérablement dans le commerce, ou par leur qualité personnelle, leur force ou leur vigueur naturelle, ou par leur talent de guerrier. Or, dès l'instant où vous avez des gens qui s'élèvent au-dessus de la masse, ceux-ci cherchent à se libérer des tâches les plus pénibles en les faisant faire par d'autres.